Bonsoir à tout le monde, ici en salle et ailleurs, par Facebook Live. Je m'appelle Émir Delic, je suis professeur au département d'études françaises et cette année vice-doyen intérimaire ici à l'Université Sainte-Anne. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la première conférence de l'année de la série des grandes conférences de l'Université Sainte-Anne, série qui, lancée il y a 9 ans, par la chaire de recherche en études acadiennes et francophones, dont le titulaire est Jimmy Thibault, qui est ici présent, et le département d'études françaises, accueille chaque année des conférencières et conférenciers de marque pour nous parler des sujets d'actualité, je dirais même d'une brûlante actualité, touchant le monde francophone. La conférence d'aujourd'hui a par ailleurs ceci de particulier qu'elle est le fruit d'une collaboration avec plusieurs partenaires, y compris le Consulat général de France à Moncton, l'Alliance française Halifax, l'Institut de recherche sur les cultures acadiennes et francophones dans le monde contemporain, l'Université Mount Allison et l'Université de l'île du Prince-Édouard. Nous les remercions toutes et tous de leur appui. Notre conférencier notre conférencier d'honneur ce soir est Monsieur Stéphane Bicchialo. Professeur d'analyse des discours littéraires, politiques et médiatiques contemporains à l'Université de Poitiers, M. Bicchialo travaille sur les rapports entre langue et politique. Il s'est intéressé en particulier aux œuvres d'auteurs et d'autrices comme Leslie Kaplan, Bernard Noël, Lydie Salvert, Jean-Charles Macera, Arnaud Bertina et François Beaune. Un ouvrage à paraître qui s'intitule « Le réel en vitrine, les mots et les choses à l'ère du conditionnement » rend compte de ses recherches sur ces autrices et auteurs. Par ailleurs, il vient de faire paraître un ouvrage collectif consacré à Lydie Salvert, qui chez Classique Garnier, c'est bien ça, en 2021, et sortira en janvier un ouvrage de recherche-création sur Marie Cosnay, dans une collection qu'il vient de créer dans la continuité du festival littéraire Bruit de langue, qu'il a fondé en 2010. Dans le champ éditorial, il dirige 3 collections, à savoir La Licorne, Ces récits qui viennent et Bruit de langue, et a travaillé sur les éditions verticales et prépare un colloque sur les éditions POL. Dans le domaine de l'analyse du discours, il est l'auteur, avec Julien Aureau, de Au nom du réalisme, usage politique d'un mot d'ordre, qui est paru aux éditions Utopia en 2017, et achève actuellement un ouvrage sur le bon sens dans le discours politique. Avant de lui céder la parole, j'aimerais juste bien vous faire un petit mot par rapport au déroulement. Donc la conférence va durer environ 35 à 40 minutes, suivie d'une période de questions. Nous allons évidemment prendre des questions posées par Facebook Live et aussi des questions provenant de l'auditoire présent ici en salle de classe. Et sur ce, aidez-moi à souhaiter la bienvenue à M. Bicchialo. Donc, bonjour à tous et toutes. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur et vice-doyen Émir Delic pour son accueil et sa présentation, ainsi que tous les partenaires qu'il a rappelés et qui ont permis cette conférence. Je suis d'autant plus heureux que la conférence soit retransmise à l'Université de Mount Allison et de l'île du Prince-Édouard, où je devais aller. Je suis navré de pouvoir me rendre pour des raisons sanitaires. Alors, je vais donc vous parler ce soir de quelques mots d'ordre, notion que je définirai tout à l'heure. Et je commencerai par cette citation de Emmanuel Ocar. C'est dans un ouvrage qui s'appelle « Le cours de Pise ». Or, ce langage de tous les jours est loin d'être aussi évident qu'il y paraît. Il charrie, sans que nous y prenions garde, une quantité de mots d'ordre qui marquent nos manières de penser et d'agir. Car, et là il cite Joseph Schubert, on prend peu garde aux mots avec lesquels on pense. Je vais partager avec vous, c'est un peu l'idée, une sorte de récit aussi de ma manière de travailler et donc la manière dont depuis quelques années je m'efforce de prendre garde aux mots auxquels je pense, ou plutôt aux mots avec lesquels je pense. Nous avons l'habitude comme enseignants-chercheurs ou enseignants-chercheuses de faire confiance aux mots,
nous construire avec ou grâce à eux. Et cela n'empêche pas une forme de vigilance. Et donc c'est cette démarche-là de vigilance que je vais évoquer. J'ai toujours été convaincu que les mots ne venaient pas après la pensée, mais qu'on ne pensait que ce que les mots nous permettent de penser. Les mots dont on dispose nous permettent donc de penser. Et à ce titre, je m'inscris dans une démarche théorique qu'on appelle parfois constructiviste. Mais j'ai découvert aussi qu'il y avait des mots qui empêchaient de penser, ou des mots qu'on ne pouvait contredire. Ainsi, à toute personne qui essaie de penser un peu le monde autrement que ce qu'on lui propose ou impose, un enfant, un militant, on entend souvent répondre avec la même condescendance « tu n'es pas réaliste ». Allons, il faut être réaliste. À ce type de formulation, il est très dur, voire impossible de répondre. Difficilement répondre « non, je ne veux pas être réaliste », non, il ne faut pas être réaliste. On ne nie pas le réalisme, on y adhère ou on le rejette, mais le mot reste. Le réalisme est ainsi une sorte d'injonction contemporaine. Et pour y voir plus clair dans son histoire comme dans ce qu'il véhicule, j'ai rédigé avec un collègue et ami de l'Université de Poitiers, Julien Roux, l'ouvrage suivant donc, qui a été évoqué par Émile Delic, qui s'appelle donc Au nom du réalisme. Titre emprunté à une formulation de Laurent Fabius, ex-premier ministre français. Voilà, donc vous avez la formulation. Et puis, en travaillant sur ce mot-là, je me suis rendu compte que réalisme n'était pas un épiphénomène, que ces mots qu'on ne peut discuter proliféraient. L'économiste et essayiste Frédéric Lordon, d'ailleurs, a imaginé un exercice intéressant, une sorte d'exercice oulipien, qui consisterait à interdire dans le discours politique et médiatique contemporain l'usage de certains mots, comme réalisme, pragmatisme, moderne, réforme, impacté, géré. Et en fait, on s'apercevait, en enlevant ces mots-là, que ça mettrait en panne tout le discours éditorialiste, expert, qui prolifère dans les médias. Mots souvent, d'ailleurs, où on voit l'emprise du discours économique sur l'ordinaire, sur le discours ordinaire. D'où la proposition que je vais faire ce soir de réunir sous la dénomination de mots d'ordre cet ensemble de termes, donc mots d'ordre que je définirai dans un second temps après une présentation un petit peu du mot réaliste. Et donc ces mots d'ordre, c'est des mots comme valeur, crise, mais également bon sens. Et donc je me propose de terminer par quelques éléments sur le bon sens. Alors le réalisme tout d'abord, alors ça c'est un peu tôt. Pourquoi cette citation de Laurent Fabius, pardon, que vous avez ici, c'est que Laurent Fabius, Premier ministre socialiste dans les années 80, est assez emblématique du tournant libéral du Parti socialiste en France dans les années 80 et l'emblème du développement du réalisme comme mot d'ordre. Parce que ce mot devient utilisé dans ces années-là par des personnalités politiques qui se disaient, et se disent parfois toujours de gauche, mais qui font, quand ils sont au pouvoir, ou prônent, quand ils candidatent, une politique qui a traditionnellement été celle de la droite. Je reviendrai sur ces clivages, et ce qu'on peut, en tout cas, sur quel point d'appui je pense cette différence-là. Depuis ce moment, le réalisme comme mot d'ordre n'a cessé de se développer. Alors, on fait un petit test à partir d'un site qui s'appelle Vie publique, qui répertorie comme ça 1500 occurrences du mot réalisme dans les discours politiques. Et on voit, rien qu'avec ce système un peu comptable, l'importance, la fréquence qui a été multipliée par 4 en 30 ans de ce mot dans le discours politique. C'est exactement la même chose pour l'adjectif réaliste. Donc, c'est finalement un premier trait de ces mots d'ordre que je vais essayer de définir. Donc, d'abord à partir du mot réalisme, c'est que réalisme est un mot omniprésent, un mot qui circule abondamment dans le discours politique et médiatique contemporain. Alice Krieg-Planck, une analyse du discours, a développé cette notion de circulation autour de ce qu'elle appelle les formules, comme développement durable. Enfin voilà, elle analyse ce type de formules et elle détaille cette circulation. Le deuxième trait du mot réalisme, c'est sa dimension évidentielle très forte, à tel point qu'il est difficilement contestable, je le disais en introduction. C'est un mot qui bloque le dialogue par sa dimension injonctive. Et ça, c'est donc ce deuxième trait des mots d'ordre, leur forte circulation et leur dimension injonctive. Il entre ainsi dans le paradigme contemporain des mots d'ordre qui sont liés au règne de l'expertise,
pseudo-sérieux, pseudo-neutre, pseudo-évidentiel, ils font autorité en se donnant comme objectif et incontestable. C'est là qu'intervient la citation d'Alain Badiou, dans un livre qui s'appelle « À la recherche du réel perdu ». Aujourd'hui, le réel comme mot, comme vocable, est essentiellement utilisé de manière intimidante. Nous devons nous soucier constamment du réel, lui obéir. Nous devons comprendre qu'on ne peut rien faire contre le réel. Les hommes d'affaires et les politiciens préfèrent ce mot, donc les réalités. À ce titre, le mot réalisme est considéré par le philosophe Emmanuel Terray dans l'ouvrage dont vous avez la couverture ici, paru aux éditions Galilée en 2012. Est considéré, c'est un des chapitres de cet ouvrage qui s'appelle « Penser à droite ». Et donc, Emmanuel Terray développe en quoi il s'agit, selon lui, d'un des mots qui permettent de caractériser la droite politique. Je le cite, « La pensée de droite est d'abord un réalisme. Elle accorde un privilège à l'existant et tend à s'incliner devant la force des choses, la puissance du fait acquis. » Alors, le fait que le réalisme soit actuellement un mot de droite, et puis on voit une citation là dans un tweet de La République En Marche qui va dans ce sens-là, hein. Les salariés sont un détail de l'entreprise, il faut être réaliste. C'est pas récent, cette orientation du mot réalisme, puisqu'on a pu retrouver dans nos recherches, et donc on développe ça dans le livre, que pendant l'occupation, une revue pétainiste s'intitulait « Réalisme », et que ce mot apparaît énormément dans les années 30. Vous avez vu qu'il était assez peu fréquent hein, dans les années 70-80, mais dans les années 30, il était très très fréquent. Sous la plume, alors on peut prendre la base Frontex par exemple comme référence, sous la plume de Barrès, Maurras, Péguy, Bernanos, Mauriac, hein, nombreux écrivains dits de droite ou de politiciens. Donc on a énormément de titres de ces années-là qui s'appellent « La République réaliste »,« Une génération réaliste ». Tout ça date de 20, 25, 27. Dans les années 50, Pierre Poujade, en France aussi, avait souligné le lien et le fait que les gens diplômés perdaient le contact avec le monde réel. C'est une citation. Et pourtant, cette orientation politique du mot réalisme n'est pas du tout une évidence. Hein. On a tous et toutes, je crois, comme ça, une image du mot réalisme dans l'art, notamment, qui n'a pas de coloration politique. Donc c'est un peu la question que je me suis posée. C'est comment et pourquoi un mot, à un moment, réussit devient comme ça coloré politiquement. Qu'est-ce qui permet, dans ce mot-là, cette prise en main par une orientation, une dimension idéologique? Comment le mot réalisme en est arrivé là? Comment il a mal tourné en quelque sorte? Si on prend cet exemple-là du 1940, qu'est-ce qui permet? Quels sont ses synonymes, ses antonymes, son histoire de mots? Alors si on reprend un petit peu l'histoire du mot réalisme, on s'aperçoit déjà qu'il y a une première bizarrerie morphologique, hein, c'est que réalisme, c'est pas fondé totalement sur le mot réel, ça serait quelque chose fondé sur le mot réal, de réalité. Et c'est déjà intéressant en soi parce que la différence entre le réel et la réalité, telle que ça a pu être théorisé par certains philosophes, notamment récemment Clément Rosset, c'est l'idée que la réalité, c'est le réel déjà filtré. En gros, le réel n'est pas accessible, il n'est pas définissable, mais la réalité, c'est un filtre collectif et idéologique du réel. Et donc, à ce titre-là, le réalisme, c'est déjà une représentation normée et idéologisée du réel. La deuxième remarque qu'on peut faire sur l'histoire de ce mot, c'est que c'est une notion polyvalente, ambiguë. Nabokov, dans la postface de Lolita, disait que c'est un mot qui n'a de sens qu'entre guillemets. Et ça lui donne une sorte de flexibilité, de filtre sémantique très très large, qui va permettre en fait sa récupération politique. Donc ça, c'est un premier trait des mots d'ordre. Enfin, un autre trait, pardon, j'en ai déjà donné quelques-uns tout à l'heure, c'est leur polyvalence sémantique et leur capacité à être justement, par cette polysémie, par cette polyvalence, à être utilisés dans différents champs. Si on détaille un petit peu cette origine du moralisme, on s'aperçoit que quand il apparaît assez tardivement, au XIXe siècle, il apparaît d'abord en philosophie pour désigner quelque chose qui serait l'existence du monde indépendamment de la perception du sujet. Claude Simon, dans son discours de réception du prix Nobel,
donnait cette formule du réalisme comme ça, le monde comme si je n'étais pas là pour le voir, pour le dire. Donc il y a l'hypothèse comme ça, qu'on peut transposer dans les discours politiques, que le réalisme serait quelque chose, une vision du monde sans sujet, sans personne pour le percevoir. Or, c'est en appui à cette définition-là que la pseudo-neutralité du mot réalisme va apparaître. Alors, si jamais je détaille un petit peu les usages du mot réaliste tels qu'on a pu les identifier dans le discours politique, on s'aperçoit que dans ces usages, de manière importante, il y a cette dimension injonctive. Hein, il faut être réaliste, nous devons faire preuve de réalisme, il faut essayer. Voilà, à chaque fois, il y a une modalisation qu'on appelle déontique, il faut, qui permet qui introduit le mot réalisme dans les différents discours. L'autre usage important, alors voilà, on l'a aussi ici, hein, le réalisme l'impose, s'impose, exige de considérer, vous voyez, c'est très très fréquent dans les discours qu'on a pu observer. Le deuxième, ça crée un premier effet qui est un effet qu'on appelle parfois d'évidence. Et là, vous avez cette citation de Laurent Gory qui rend bien compte de cet effet d'évidence. Il s'agit de faire croire qu'on ne peut pas faire autrement, parce que c'est l'évidence des faits, comme si les faits étaient ventriloques et parlaient d'eux-mêmes en oubliant que c'est nous qui les faisons parler. On retrouve donc ce rapport à l'absence du sujet. C'est en ça que le réalisme a pu se développer dans les années 80, en raison de cet effet d'évidence et en lien directement avec la politique menée notamment par Margaret Thatcher en Angleterre, et l'idéologie qu'on a appelée TINA, There is no alternative, qui est en accord total avec cette manière-là de faire apparaître le réalisme. Et c'est aussi dans ces années-là, dans les années 90 plutôt, qu'est apparu ce qu'on appelle parfois la pensée unique, libérale ou néolibérale, qui parvient, je cite Pierre Bourdieu, à présenter comme évidente, comme dépourvue de toute alternative, cette pensée. D'ailleurs, il y a une phrase à l'inverse d'Alain Minck, économiste de droite, qui disait « Ce n'est pas la pensée qui est unique, c'est la réalité ». Pour opposer. Donc l'effet d'évidence repose sur une idée de neutralité liée à un effacement apparent du sujet. On a d'autres exemples de cette neutralité dans différents discours médiatiques ou politiques. Le troisième effet pragmatique, en quelque sorte, de ce mot-là, c'est l'effet de sérieux. Et là, on s'est appuyé pour définir cet effet de sérieux, ce discours sérieux, sur Philippe Hamon, grand spécialiste de l'ironie littéraire, qui décrit, face au discours ironique, ce qu'il appelle le discours sérieux. Son rêve et son modèle sont le performatif, un discours idéal de l'autorité efficiente, de transparence et d'énivocité efficace. Il se veut efficace, réaliste et se présente comme un discours vérifiable et crédible, comme un pacte de créance. Le discours sérieux est donc un discours réaliste, autoritaire et autorisé. Il est du côté du pouvoir. Donc on retrouve un certain nombre de ces éléments, cet effet de sérieux qui passe notamment par le paternalisme, la déconsidération. Le simple réalisme conduit à admettre l'utilité de ces dispositions. Il serait irresponsable de ne pas en tenir compte. Et je vous laisse découvrir les autres citations. Donc le réalisme n'admet pas la réplique, car la réalité serait unique, et cette réalité unique est une réalité économique. Enfin, dernière caractéristique de ces usages et de ces effets du mot réalisme, très contemporaine celle-là, c'est celle qu'on retrouve dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de nouveau réalisme, l'expression a déjà été utilisée en littérature, qui est développée depuis la fin des années 2010-16 par notamment Emmanuel Macron, Manuel Valls, c'est-à-dire l'idée d'un manque de réalisme de la société ou de deux réalismes possibles, vous voyez, une gauche du réel qui réformerait, qui assumerait les responsabilités dans l'exercice du pouvoir. Là, c'est intéressant, cette citation de Manuel Valls notamment, parce qu'on voit bien qu'on souhaite, par
cette utilisation du réel, réconcilier en quelque sorte le réalisme et l'exercice du pouvoir. Donc la gauche du réel n'est plus tout à fait la gauche de gouvernement, hein, c'est plus la gauche en responsabilité chez Emmanuel Macron à ce moment-là. Et le réalisme se rangerait du côté du changement, non pas du monde comme il est, mais du monde comme il va, ou comme on le souhaite qu'il aille. Donc ce renversement sémantique, pragmatique, stratégique a abouti à un curieux phénomène en France, hein, dans ces années-là, voyant des membres du gouvernement, Manuel Valls, ou des démissionnaires dissidents, Emmanuel Macron, qui était dans le gouvernement Hollande, dans le même gouvernement, justifier leurs actes au nom du même argument, le réalisme. Vous voyez, c'est à la même époque. Emmanuel Macron a développé ça un peu plus tardivement. Cette fois, c'était sur le sujet des migrants, des migrantes, où vous avez donc cette situation-là. Hein, on reproche beaucoup à la France et notamment à la politique d'Emmanuel Macron d'être de moins en moins accueillante. Et donc, sa formulation, vous l'avez, c'est la toute dernière ligne de cette citation, c'est le cap de cet humanisme réaliste que j'ai fixé. L'humanisme réaliste, c'est l'idée d'un accueil qui serait conditionné à un bon accueil. Hein. Je ne sais pas si vous savez qu'en France, l'augmentation importante des frais d'inscription pour les étudiants et étudiantes étrangères s'est appelée, de manière un peu cynique, bienvenue en France. Voilà. Donc, la conclusion autour du réalisme, c'est que même s'il est dissimulé sous l'invocation perpétuelle du changement, de l'adaptation, toujours nécessaire, du mouvement, le discours au nom du réalisme reste une forme de sophisme efficace pour maintenir le monde comme il est. Bon, là, je ne vais pas passer cette vidéo d'Edgar Morin, mais qui est intéressante dans une discussion avec Pierre Rabhi, où il souligne l'importance de faire la critique du réalisme. À partir de là, donc, je vous l'ai dit, il s'agissait d'étendre la réflexion sur le réalisme à d'autres mots, donc on peut appeler des mots d'ordre. J'en ai déjà donné un certain nombre de critères. Toujours omniprésent, polyvalent, apparemment sérieux, évident, ces mots semblent cristalliser des enjeux de pouvoir, de distinction, de domination. Alors ce travail sur les mots d'ordre, il s'appuie sur un certain nombre d'ouvrages antérieurs, dont je vous ai mis un peu les couvertures ici. Peut-être le premier et le plus important, ça a été le livre de Victor Klemperer, hein, donc LTI. Mais avant de dire 2-3 mots de la démarche de Klemperer, je voudrais rappeler que ce mot d'ordre, cette définition de mot d'ordre que je vais proposer, n'est pas le mot d'ordre au sens traditionnel et restreint, c'est-à-dire des slogans qu'on trouve dans les manifestations ou des formules comme changer la vie de Rimbaud ou transformer le monde de Marx, donc on trouve dans les manifestations, les syndicats, les partis. Donc c'est pas cette définition du mot d'ordre-là. Ce n'est pas non plus la définition des mots d'ordre très large que donnent Deleuze et Guattari dans Mille plateaux, où il y a une définition, un chapitre sur les mots d'ordre, où finalement le mot d'ordre, vous le voyez ici, devient une sorte d'unité élémentaire du langage, de fonction coextensive au langage. Hein, le langage porterait en soi la notion de mot d'ordre. Donc les mots d'ordre que je vais envisager se situeraient à mi-chemin entre ces deux pôles, forme plus implicite, avançant masquée en quelque sorte. Et donc, l'idée, c'était de tenter de décrire, en regardant les discours politiques, médiatiques, le fonctionnement particulier de ces mots d'ordre, d'établir peut-être des critères distinctifs pour voir si ça peut être appliqué à d'autres mots, et donc critères qui serviraient à les reconnaître, ces mots d'ordre, et à opérer, donc je le disais en introduction, une sorte de vigilance à l'égard des mots qu'on emploie au quotidien. Vigilance en faveur des mots, parce qu'il y a peut-être des mots comme ça qu'on peut essayer de récupérer, de conserver, qui ne se réduiraient pas à ces mots d'ordre qui empêchent de penser ou qu'on ne peut nier. Vigilance à l'égard de ce qu'on lit, ce qu'on entend, hein, pour résister aux évidences, aux arguments d'autorité. Et puis vigilance à l'égard de nous-mêmes, de prendre garde, encore une fois, aux mots avec lesquels nous pensons et parlons. Et c'est en ça que je trouve que le grand modèle, c'est Victor Klemperer, donc ce livre-là, non, j'ai une citation ici, je crois. Voilà. Qui était un philologue, hein, qui travaillait
dans les années 30 dans une université allemande et qui s'est mis à observer la manière dont le nazisme, et là vous avez une première citation, s'est insinué dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions, des tournures, des formes syntaxiques. Pas tellement par les idées et les grands discours, dit-il, mais par des formes syntaxiques. Et il y a des très beaux chapitres de Victor Klemperer où il observe, par exemple, la manière dont le mot organisation sature le discours nazi. Alors il commence par faire la critique de son mécanicien qui dit qu'il vient d'organiser la réparation d'un carburateur. Et puis il conclut ce chapitre sur le mot organisation et le verbe organiser en disant, je le cite, « Cela fait un bon moment que j'écris, c'était, mais qui a dit hier encore, il faut que je m'organise un peu de tabac, je crains que ce ne soit moi-même ». Et donc il y a ce moment voilà, où lui s'aperçoit que dans son quotidien, il s'est mis à utiliser ce mot organisé, comme je crois on pourrait tous se dire que dans notre quotidien, on s'est mis à parler, à dire le mot gérer pour ses enfants, pour sa famille, un mot du vocabulaire économique qui arrive dans notre quotidien intime, comme on peut dire impacter en permanence aussi, enfin, des mots qui sont vraiment limités au début à un vocabulaire économique et commercial et qui deviennent des mots de l'ordinaire et de notre quotidien. À partir de là, cette vigilance-là, on a proposé cette définition-là du mot d'ordre. Déjà un mot qui ne donne pas d'ordre, apparemment, mais qui contribue à l'ordre existant. Même si, je l'ai dit, il y a une sorte de dimension injonctive, c'est des mots qu'on ne peut discuter. Donc un mot apparemment neutre, évident, ce qui le rend difficile à contredire, et qui donc phagocyte tous les autres. Donc voilà cette première définition. Et puis je vais faire défiler quelques-uns de ces traits définitoires, donc, que j'ai déjà évoqués à partir de réalisme, mais que je vais reprendre maintenant à partir de valeurs et de crise surtout, avant d'arriver donc à l'exemple du bon sens. Donc les traits qu'on peut isoler de l'ensemble de ces mots, c'est leur dimension, alors voilà, qu'on peut dire plastique, polysémique, équivoque, leur dimension évidentielle, injonctive, neutralisante, et leur dimension intensive, axiologique, discriminante. Et quand on réunit ces trois critères et qu'on observe ces mots, on aurait cette définition. Alors voilà quelques exemples. Sur crise, par exemple, la flexibilité s'observe dans la pluralité des emplois, crise économique, crise de la dette, crise du beurre, crise du lait, crise du PSG, tout ce qu'on veut. Voilà. On retrouve ça partout dans les discours médiatiques. Et on retrouve ça partout depuis des centaines et des centaines d'années. La crise du français, en France hexagonale, on en parle depuis des centaines d'années, depuis le XVIe siècle, alors que le mot crise est censé au départ désigner un moment, une sorte d'acmé comme ça, de moment intense. Or, cette crise-là durerait depuis, selon les puristes, des centaines d'années. Voilà, donc Edgar Morin a beaucoup réfléchi sur cette notion de crise. Cet article-là, pour une crisologie, date de 1976. Vous voyez, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez récent, cette réflexion sur la crise, mais en fait, depuis 50 ans, là, on avait déjà des réflexions d'Edgar Morin là-dessus, sur cette abondance d'utilisation d'un mot aussi grossier et creux, dit-il. On retrouve cette flexibilité dans le mot valeur, qui est très, très employé également, un peu à toutes les sauces, valeurs humaines, valeurs morales, valeurs traditionnelles, valeurs de la République, mot très employé notamment en lien avec le mot sur lequel je n'ai pas encore travaillé en détail, mais sur le mot laïcité, très employé aussi pour ces valeurs-là, justement, en France hexagonale. Donc avec quelques commentaires à chaque fois sur ce sujet. Là, le deuxième trait que j'ai déjà évoqué, donc c'est, on peut dire des mots réalistes comme ça, neutres, et on s'aperçoit qu'on ne peut pas les nier, enfin qu'il y a une sorte d'agrammaticalité presque à nier ces mots-là. Et donc, on retrouve sur le mot valeur, vous voyez, cette valeur-là, axiologique, commentée à chaque fois. Donc à gauche, vous avez des citations de personnalités politiques, et puis à droite, certains commentaires. Là, c'est Annie Ernaux. Bon, Émir de Lècladi, je travaille sur le discours politique, médiatique et littéraire. J'essaye à chaque fois de faire se rencontrer les trois et de voir comment aussi la littérature observe ces discours médiatiques et politiques. Là, en l'occurrence, c'est Annie Ernaux dans les années. Et donc,
j'en arrive, bon, je passais un peu vite là-dessus, mais parce que je voulais être dans les temps et pouvoir qu'on puisse discuter. J'en arrive à mon troisième exemple, et puis finalement, je vais partir de cette réflexion-là que je trouve très belle de Maurice Tournier. Les mots comme les discours choisissent leur camp. Hors néologie scientifique sur base arbitraire et encore, il n'y a pas de terme vierge. Ceux-ci ont roulé de situation en situation. Ils sont tous, disait Bakhtin, déjà habités. Et jusqu'au fond de leurs racines, ils ont servi. Ils sont au service. De qui? Bien évidemment de leurs possesseurs. Et donc, je me suis interrogé sur cette idée-là, que les mots choisissaient leur camp, et sur la manière dont on pouvait observer la manière dont un mot, comme ça, va choisir son camp politique, son orientation idéologique. Alors on l'a vu, j'espère vous l'avoir montré, même si j'ai été bref, avec le mot réalisme, hein, comment il avait, à un moment, choisi son camp dans les années 30, et puis deuxième réorientation dans les années 1980 et 90. Et je me suis interrogé sur le mot bon sens, qu'on retrouve et qui me semble fait partie de ces mots d'ordre. Alors le bon sens, c'est de la même manière que réalisme, valeur, crise, hein, et sans appel, même sans contraire, alors que dans l'expression spatiale, non figée, on peut, qui est réactivée d'ailleurs dans ces publicités-là pour le Crédit Agricole, bah, on peut aller dans le mauvais sens. En revanche, quand il est question de bon sens, au sens moral, intellectuel, hein, il n'existe qu'un chemin, quelque chose de l'ordre d'une logique partagée, du sensé, mais aussi du ressenti qui vient d'une logique des sens. Et on sent bien que dans cette expression bon sens, vous voyez, ressenti, sensé, tout ça, c'est des mots qui ont la même base sémantique, et c'est cette base sémantique commune, étymologique, qui va permettre la polysémie et la polyvalence du terme, et donc son emploi comme mot d'ordre. Alors, si on refait un petit peu l'histoire du bon sens, je ne vais pas la refaire intégralement là, ça serait trop rapide, juste poser quelques éléments. On remarque que c'est un mot qui hésite idéologiquement, passant de l'extrême droite à l'extrême gauche, à l'extrême centre, pour extrême centre, hein, pour reprendre une expression d'Alain Deneau, dans la médiocratie. Alors on le retrouve, c'est pour ça qu'on s'y est intéressé récemment, beaucoup dans l'extrême droite européenne. Vous avez là des tweets de Marion Maréchal Le Pen, donc au sujet de Marine Le Pen. Vous voyez, le bon sens patriote. Vous avez cette citation de Marine Le Pen aussi, hein, sur la voix du peuple porte la révolution du bon sens, et puis Matteo Salvini en Italie. Donc qui incarne le bon sens. Alors il est évidemment, ce terme-là, cette expression bon sens, permet de réfléchir à toute une hésitation actuellement autour des mots populaire, peuple, populisme, très important, notamment dans les discours, mais très important aussi pour la réflexion sur la démocratie qu'on peut avoir en ce moment, puisque c'est évidemment autour de cette notion de démocratie que tourne un bon nombre des hésitations sur ce qui se passe dans certains pays dans le monde actuellement. En tout cas, il y a dans ces reprises-là, et c'est pour ça que j'avais commencé par finalement ces publicités-là qui datent un petit peu, mais qui reprenaient l'origine du mot bon sens, qui était une sorte de logique, de pragmatisme issu des campagnes. Voilà, il y a une dimension rurale dans bon sens. Voilà, populaire mais rural aussi. Et qui s'oppose à ce qui serait, alors c'est dans le discours d'extrême droite, hein, les technocrates. Alors j'ai retrouvé la même réflexion dans le Canada francophone, notamment à travers cet ouvrage-là de Alain Noël et Jean-Philippe Terrien, donc La gauche et la droite, un débat sans frontières, et la chronique qu'en a rédigée Louis Cornelier en 2010 dans Le Devoir. Je trouve ça intéressant parce que dans l'ouvrage, il n'est pas question de bon sens, il est question d'une réflexion sur la démocratie et la nécessité pour la démocratie d'avoir du débat contradictoire.
hein, et le risque actuel que pose, c'était déjà en 2010, le fait que certaines personnalités politiques s'affichent comme ni de droite ni de gauche et disent que ces clivages sont révolus. Or, cet ouvrage-là souligne que il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent permettre de définir assez nettement la droite et la gauche. Et donc, voilà, on peut conclure que c'est même une nécessité de garder ce clivage-là si on veut continuer à être en démocratie et avoir du débat d'idées. Et donc, Louis Cornelier, ce qui m'apparaît intéressant, c'est qu'il s'appuie, vous voyez, sur le gros bon sens comme opérant ce fantasme, finalement, d'une vision politique ou sociale partagée par tous, hein, qui ne nécessiterait pas de débat, puisqu'à partir du moment où on dit bon sens, ça serait admis comme argument d'autorité. Alors on trouve ça très nettement, hein, cette utilisation et demande du bon sens chez François Legault, par exemple, dans ce petit extrait que vous avez. Ah, zut. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait un gouvernement qui se préoccupe davantage du gros bon sens. Plutôt que d'essayer d'appliquer une loi, un règlement à la lettre, servir de son jugement. Parfois, on est trop sur la lettre, puis on ne se sert pas de son jugement. Et puis, on le voit, qu'est-ce qu'il y a du bon sens, qu'est-ce qu'il n'y a pas de bon sens. Servons-nous notre bon sens, là, que les personnes qui doivent être aidées soient aidées. Bon, je ne veux pas entrer dans des jugements politiques que je ne maîtrise pas, parce que je ne connais pas assez bien la vie politique canadienne. Juste, ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas d'arguments qui sont donnés, à part l'argument du bon sens. Vous voyez, ça se suffirait en soi, et c'est ça qui m'intéresse dans ce discours-là. C'est d'ailleurs confirmé dans un article de Richard Martineau, du Devoir, du Journal de Montréal, cette fois, assez récent, 11 mars 2021, vous voyez, qui s'intitule « Un an plus tard, hommage au gros bon sens », où il y a une manière comme ça d'assumer cette définition-là, de manière très explicite. Hein. Déjà, une revendication, je la trouve assez rarement, parce que la notion d'extrême centre, elle est très critique chez Alain Deneau, et là, il y a une volonté d'assumer cette expression-là, de la revendiquer. Et vous voyez donc les formulations de Richard Martineau, hein, la droite est gangrénée par des extrémistes, la gauche est prise en otage par des extrémistes, où on est la population, au centre, un pied dans le centre. Et donc tout ça, c'est pour lui cette définition du gros bon sens. Donc assumer que le bon sens est associé à l'extrême centre. Voilà. Alors après, quel que soit le positionnement de Richard Martineau qu'on peut voir par ailleurs. Mais, et c'est ce qui m'intéresse dans ce mot-là, c'est que cette position-là, alors soit à l'extrême droite, soit à l'extrême centre, est aussi revendiquée actuellement par la gauche. Alors, je dis actuellement, mais en fait, c'est dès l'origine, l'expression, en France notamment, est liée à la gauche progressiste. Hein. Vous avez ce journal qui est paru pendant 7 ans, mais puis il est reparu après, dans les années 70, 1870, donc il s'appelait Le Bon Sens. Et puis, vous avez en bas à droite, vous voyez, en 2021, la chaîne YouTube du chargé de communication de Jean-Luc Mélenchon, donc du parti La France Insoumise, qui se réclame également du bon sens. Formulation qu'on retrouve. Alors, après, je le disais tout à l'heure, c'est lié à l'hésitation qu'on a sur le mot populisme actuellement aussi. Hein, mais je n'ai pas le temps de développer, mais vous avez différentes analyses du mot populisme. Chantal Mouffe, par exemple, a très bien montré ça. Il y a un populisme plutôt de droite ou plutôt de gauche. Donc, j'ai retrouvé ça aussi dans cette campagne de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec pour les élections de 2019, où finalement on fait appel de nouveau au gros bon sens. Alors après, ce qui me paraît intéressant dans cette campagne, c'est que contrairement à l'usage en mot d'ordre, et ça c'est une grosse différence, c'est que d'habitude les mots d'ordre, on ne prend pas le temps, la peine de les définir dans les discours politiques. Vous n'avez jamais ce que j'appelle réalisme, c'est ce que j'appelle valeur, ou ce que j'entends par valeur, ce que j'entends par crise. Et là, vous avez justement une campagne, quand même assez rare et intéressant, une campagne qui est fondée sur ces énoncés définitoires, où il s'agit de dire, justement, contrairement tout à l'heure à l'entretien qu'on entendait du Premier ministre, il faut définir ce qu'on appelle bon sens pour
être capable de savoir ce qu'on met derrière. Donc là, le gros bon sens, c'est une véritable justice sociale, c'est un meilleur programme d'assurance d'emploi, etc. Donc, pour finir, alors que certains mots sont passés, parfois définitivement, dans un camp, pour reprendre donc la citation de Maurice Tournier, et comme le montre Emmanuel Terret aussi, dans Penser à droite, bon sens ou gros bon sens, Émir Delic me disait sans doute sens commun, à interroger tout à l'heure, je n'ai pas vraiment regardé ce syntagme figé, est actuellement l'objet dans la francophonie d'un enjeu, d'une lutte des positionnements politiques. Et donc il y a vraiment une lutte lexicale qui n'est rien de moins que l'enjeu de la démocratie, je crois, de la place qu'on laisse ou non au débat public et, dans ce débat public, au peuple. Voilà. Merci.